Voilà donc ravi de vous retrouver dans cette deuxième partie du cours d'intelligence économique. Aujourd'hui, comme promis, nous allons parler donc nous allons aborder la deuxième partie, c'est-à-dire le chapitre 2 du cours, c'est-à-dire donc la mondialisation, opportunité et ou menace. Et ici, nous allons essayer de parler dans un premier temps de la mondialisation en tant que nouvelle dynamique mondiale. Et plus tard, nous allons voir si la mondialisation est une opportunité ou bien une menace, ou bien en même temps s'il y a en même temps des opportunités et des menaces. D'aller dans le vif du sujet, nous allons commencer par cette petite citation de Sun Tzu, qui est un militaire, un général de guerre chinois qui a vécu durant le 3e siècle avant Jésus-Christ, qui disait que ceux qui ne connaissent pas le plan de leurs adversaires ne sont pas prêts pour la négociation. Donc c'est une citation qui est très intéressante parce que ça nous dit vraiment beaucoup de choses sur ce qu'on va voir tout à l'heure. Ici, vous voyez bien dans la citation, on parle de plan, et également d'adversaire. Mais aussi, il y a le mot négociation qui sont principalement les mots-clés. Hein, le plan, adversaire et négociation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la première partie du cours, c'est-à-dire dans la partie où on a fait un peu l'historique et également la définition de l'intelligence économique, on a vu que dans l'intelligence économique, il y a effectivement des notions de plan, parce qu'on avait dit que l'intelligence économique consistait à la recherche d'informations stratégiques sur ses adversaires, surtout. En tout cas, si on prend la définition historique, historiquement, l'intelligence économique, c'était ça, c'était la recherche d'informations stratégiques sur l'adversaire. Nous avions dit que dans l'histoire, il y avait toujours eu des explorateurs ou bien par exemple des commerçants ou bien même parfois des personnes qui étaient envoyées par des rois pour aller chercher des informations sur les adversaires, des informations sur la situation politique, la situation financière, la situation économique de l'adversaire, pour potentiellement se préparer et savoir comment peut-être, si par exemple c'est un ennemi, comment l'attaquer et peut-être comment le vaincre. Donc voilà. En tout cas, donc cette situation de Sun Tzu est une situation qui est très intéressante et qui est dans le contexte actuel, où on parle de stratégie, d'adversaire, de négociation, de plan. Ouais, en tout cas, pour vous dire que donc l'intelligence économique est très utile pour connaître l'adversaire, pour connaître l'autre, et donc en conséquence pour pouvoir se préparer. Donc l'intelligence économique, une nouvelle dynamique mondiale, l'avènement de la mondialisation. Donc ici on parle de mondialisation, bien sûr, parce que vous savez que donc depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le monde s'est redessiné un peu. Il y a eu donc ce qu'on appelle l'avènement de la mondialisation. Et bien sûr la naissance du capitalisme, ce qu'on appelle le capitalisme mondial. Le capitalisme, je pense que c'est pas la peine de refaire la définition du capitalisme, mais en tout cas vous savez que donc que depuis que les Américains ont aidé à vaincre les nazis, le monde s'est redessiné. Il y a eu ce qu'on appelle un nouvel ordre mondial. Parce que vous savez que donc avant la Première Guerre mondiale, il y avait le continent européen qui dominait principalement le monde. Donc les activités étaient... Donc c'était le continent européen qui dominait le monde, qui menait les choses, qui dirigeait un peu, en quelque sorte, le monde.
Mais vous avez vu que donc quand il y a eu les deux guerres, la Première Guerre mondiale et également la Deuxième Guerre mondiale, donc vous avez vu que donc les choses ont changé, hein, les choses ont beaucoup changé, hein, et donc les choses se sont un peu, donc il y a eu un basculement, hein, il y a eu un peu un basculement, et donc c'est ainsi donc que les États-Unis, que les Américains ont pu dominer, hein, imposer leur domination, hein, au reste du monde, notamment parce que vous savez que donc il y a eu beaucoup de puissances européennes qui ont été donc ruinées par la guerre, notamment l'Allemagne. Vous savez que donc à ces époques-là, l'Allemagne était une grande puissance, était très puissant. Mais quand Hitler a voulu imposer sa puissance au reste du monde, vous avez vu que donc ce que ça a causé. Hein, donc tout le monde tout le monde donc il y a une coalition, il y a eu une coalition. Les gens, les autres puissances comme par exemple l'Angleterre, la France, se sont réunis et ils ont fait face à eux, à lui, et donc ils ont su euh, l'arrêter, hein, face à donc son objectif de dominer le reste du monde. Et donc voyez, donc c'est ainsi que donc les Américains ont également pu s'imposer au reste du monde en imposant bien sûr ce qu'on appelle le capitalisme mercantiliste. Hein, vous savez que donc le capitalisme, comme je vous ai dit, c'était principalement opposé à ce qu'on appelait à l'époque le communisme, hein, qui jusqu'à aujourd'hui, hein, existe. Hein, parce que vous savez que jusqu'à aujourd'hui, par exemple dans un pays comme la Chine, il y a le système communiste qui domine là-bas. Hein. Donc les Chinois aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, utilisent le modèle communiste. Et bien sûr également un peu également en Russie. Hein. Donc il y a jusqu'à aujourd'hui des pays qui utilisent le modèle communiste. Mais euh, après la Seconde Guerre mondiale, et également après ce qu'on appelle la chute du mur de Berlin, c'est donc le capitalisme qui a pris le dessus sur le communisme, hein, sur les autres modèles qui existaient. Et donc voilà, donc c'est ainsi que donc les Américains, notamment, vous savez qu'également aujourd'hui le système économique mondial repose sur principalement le dollar, hein, parce que c'est la devise à travers laquelle les échanges internationaux, les échanges monétaires et économiques sont basés, n'est-ce pas? Donc, ouais, donc c'est ainsi que donc les Américains ont pu s'imposer au reste du monde. Hein, et la preuve de ce nouvel ordre mondial, hein, ce qu'on appelle la mondialisation, donc la planète mondialisée, c'est ce qu'on appelle la crise de la dette. Hein. J'espère que vous vous souvenez de ce qu'on appelle la crise des subprimes, la crise de 2008. En 2008, il y avait eu aux États-Unis une crise immobilière qui s'est répercutée sur presque tous les autres pays du monde. C'est ce qu'on appelle la crise de 2008 ou bien la crise des subprimes. Et donc, vous avez vu, je crois qu'il y a une phrase très célèbre, hein, qui disait que quand l'Amérique éternue, le monde est enrhumé. Hein. Voilà. Quand les États-Unis sont enrhumés, c'est tout le monde qui éternue. Donc cette phrase-là montrait euh, comment le monde, donc après la fin de la Seconde Guerre mondiale, était devenu donc ce qu'on appelle un village planétaire, c'est-à-dire une planète mondialisée, et que donc tout ce qui se passait très souvent dans un pays pouvait avoir donc des répercussions sur presque tous les autres pays, hein, qui se trouvent donc dans cette planète, dans le monde. Hein. Et aujourd'hui, je sais que vous n'allez pas dire le contraire, surtout quand vous voyez ce qui se passe actuellement avec la crise sanitaire du coronavirus, qui est parti en Chine, mais aujourd'hui qui s'est propagé partout dans le monde. Donc, ouais. Donc aujourd'hui, la mondialisation, c'est une réalité. Hein. Nous vivons dans ce qu'on appelle un village planétaire. Et donc, voilà, et c'est ainsi donc que les Américains, comme je vous ai dit, profitant de la faiblesse
des puissances européennes, comme par exemple l'Angleterre, l'Allemagne, qui se sont presque ruinés donc après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc les États-Unis, eux, ils ont profité de cette situation-là pour s'imposer, pour imposer leur domination au reste du monde. Comme je vous ai dit tout à l'heure, et la domination a été non seulement économique, mais également militaire. Également, ces dominations s'est révélée sur tous les autres plans, hein, aussi bien économique, militaire, voilà, hein, financière, etc. Par exemple, si c'est sur le domaine financier et économique, je vous ai dit ça tout à l'heure, donc il y a eu le dollar qui est devenu la monnaie de référence internationale. Hein, c'était la monnaie donc sur laquelle étaient basés les échanges internationaux. Voilà. Et sur le plan par exemple militaire également, vous avez vu que jusqu'à aujourd'hui, hein, c'est les États-Unis qui sont la première puissance militaire du monde. D'ailleurs même, on leur donnait même le surnom de gendarme du monde, hein. C'était un peu les Américains qui étaient devenus les gendarmes du monde. Donc c'est eux qui allaient essayer donc de régler tous les problèmes du monde, hein, tous les conflits qui se déclaraient dans le monde, hein. Et ainsi également, comme je vous ai dit tout à l'heure, cette domination-là, c'est montré dans beaucoup d'autres domaines, par exemple également dans le domaine de la diplomatie, parce que n'oubliez pas, vous savez que donc, presque toutes les institutions internationales que vous voyez aujourd'hui, c'est pratiquement les Américains qui ont créé ça. Par exemple, une institution comme par exemple l'ONU, hein, l'Organisation des Nations Unies, le, une institution comme par exemple l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, hein, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et j'en passe. Donc des organisations comme ça également ont été créées notamment sous l'initiative des Américains, n'est-ce pas? Et jusqu'à aujourd'hui, hein, vous voyez que donc jusqu'à aujourd'hui, les Américains continuent d'être, en tout cas dans la plupart de ces organisations-là, ils continuent d'être les contributeurs les plus importants, hein. Vous voyez que récemment, si vous suivez l'actualité, vous allez voir que il y a le président américain, l'actuel président américain Donald Trump par exemple, qui avait menacé de quitter l'OMS, hein, l'Organisation mondiale de la santé, parce que ils ont accusé la Chine, ils ont accusé plutôt l'OMS de ne pas avoir bien géré la crise du coronavirus. Donc voilà, donc, en tout cas, c'est eux qui ont créé ça, hein, c'est eux qui ont créé ça. C'est pour ça donc ça semblait ça semblait très bizarre quand même que un pays qui a initié une institution internationale comme donc la création d'une institution internationale comme l'OMS aujourd'hui ose quitter cette institution-là. Mais en tout cas, pour vous dire que donc aujourd'hui, vous voyez que comment les choses ont changé, hein, et tout ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc est parti de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et jusqu'à présent, c'est ça que nous vivons, hein. Donc, et donc ça, c'est ça qui nous mène aujourd'hui à ce qu'on appelle un nouveau monde, hein, aujourd'hui, hein, quand le capitalisme, donc, le capitalisme mondial est né, et que donc le capitalisme a vaincu, entre guillemets, le communisme, notamment comme je vous ai dit, donc après la chute du mur de Berlin, parce que vous savez que en Allemagne il y avait eu euh, en Allemagne, ça dit dans la capitale allemande, hein, le Berlin était divisé à l'époque en deux parties. Il y avait eu ce qu'on appelle Berlin-Est et Berlin-Ouest. Donc il y a eu donc une partie de la capitale qui a été gérée par les communistes, et notamment l'URSS, hein, l'URSS, hein, c'est-à-dire donc les soviétiques, et l'autre partie était gérée par les Américains, c'est-à-dire le capitalisme, hein. Donc dans une partie il y avait eu le capitalisme et dans l'autre partie il y avait eu le communisme. Mais donc mais malheureusement, bon, je ne sais pas si c'est heureusement ou malheureusement, mais en tout cas après quelques années, c'est finalement le capitalisme qui a pris le dessus sur le communisme. Voilà, donc, et donc c'est ainsi que donc le capitalisme
s'est propagé par la suite partout dans le monde, hein. Voilà, et donc c'est ça qui a également, comme je vous ai dit, donc donné naissance à un nouveau monde. Voilà, et ainsi donc, ce qu'on appelle également le tiers-monde, c'est ainsi également que c'est apparu, ce qu'on appelle donc le tiers-monde. Euh, la, la tiers-mondialisation au sud et également à l'est. Le tiers-monde, c'est également un concept certainement que vous avez déjà entendu parler. Donc, ce sont ce qu'on appelle également les pays du Sud, hein. On voit qu'aujourd'hui, on parle de pays du Nord et de pays du Sud. Donc, principalement, aujourd'hui, les pays du Sud, ce sont les pays pauvres, hein, notamment les pays africains et aussi certains pays de l'Amérique du Sud. Voilà, donc qui sont aujourd'hui les pays les plus pauvres pratiquement dans le monde. Mais en tout cas, cette division-là donc, est née également de ces bouleversements-là, donc des bouleversements apparus avec surtout la mondialisation. Voilà, donc, et ainsi donc, après donc l'avènement de la mondialisation, bien sûr, parmi les conséquences, il y a ce qu'on appelle l'expansion des marchés. Voilà, donc après la mondialisation, les marchés se sont étendus. Euh, il y a eu également l'évolution géographique des marchés, c'est-à-dire le marché. Vous savez qu'en marketing, hein, on définit même le marché comme étant la place où se rencontrent l'offre et la demande. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que au début, les marchés étaient limités seulement au niveau national, hein. Donc c'était limité seulement au niveau national. Par exemple, le marché européen était limité à l'Europe, hein. Donc c'était seulement les pays de l'Europe où on vendait les produits, hein, n'est-ce pas? Et en Amérique également, il y avait un marché américain, hein. Il y avait également un marché asiatique, donc en Asie, dans certains pays asiatiques. Mais après la mondialisation, avec l'avènement de la mondialisation, donc, le- il y a plus, vous savez qu'il y a eu ce qu'on appelle la disparition des frontières, hein. Il y a eu ce qu'on appelle la disparition des frontières. Et ainsi donc, par exemple, une entreprise qui se trouvait en Europe ou bien une entreprise qui se trouvait en Asie ou bien en Amérique euh, pouvait maintenant vendre ses produits au-delà même de son territoire, en fait, du lieu où il se trouve. Voilà, en fait, c'est ça qu'on appelle donc l'évolution géographique des marchés, c'est-à-dire une entreprise qui se trouve dans un pays peut se permettre maintenant de vendre ses produits au-delà même de ce pays-là, de son pays, donc de son lieu d'implantation. Je vous donne des exemples. Par exemple, vous voyez aujourd'hui ce qu'on appelle les multinationales, des grandes entreprises qui se trouvent aux États-Unis. Par exemple, on a par exemple une entreprise comme par exemple aujourd'hui Toyota qui se trouve au Japon, ou bien par exemple une entreprise comme BMW, hein, en tout cas des multinationales comme ça. Aujourd'hui, leurs produits sont vendus presque partout dans le monde, hein. Vous voyez, les véhicules Toyota aujourd'hui sont vendus même ici au Sénégal, hein, et également dans les autres pays du monde. Ouais. En tout cas, donc ça a été une des conséquences de la mondialisation, donc l'expansion des marchés. Comme je vous ai dit, donc les marchés ne se limitaient plus seulement maintenant aux marchés nationaux, mais maintenant le marché c'était presque tout le monde, hein. Le monde entier était devenu un seul et unique marché, hein. Il n'y avait plus de frontières parce que je produis ici en Afrique et je vends en Europe. Donc je produis également en Europe et je vends en Afrique. Je peux vendre, je peux produire également en Asie et vendre en Amérique. Donc ouais. Et donc parce qu'il y avait eu maintenant une ouverture, hein, et voilà, les frontières étaient devenues entre guillemets poreuses, hein, ce qu'on appelle une frontière poreuse. C'est-à-dire il y a des frontières, mais en réalité c'est comme s'il n'y avait plus de frontières, hein, parce que les produits maintenant pouvaient circuler et pouvaient voilà donc transiter d'un pays à l'autre. Et vous voyez que tout ça également a été notamment facilité également par le développement également des technologies et notamment également des transports. Parce que vous savez que tout ça également c'est un peu également accompagné, hein, du développement des infrastructures routières, hein. Parce que par exemple si avant
le transport était seulement limité aux bateaux, hein, qui pouvaient transiter d'un continent à un autre. Par la suite, vous savez que donc il y a eu le développement des autres moyens de transport tels que le train, le véhicule, et même aujourd'hui l'avion, hein, l'avion. Donc tout ça également, ce sont des moyens, hein, qui ont facilité également l'ouverture vers d'autres marchés, vers d'autres pays, vers d'autres territoires, hein. Et donc ceci donc a occasionné ce qu'on appelle donc l'expansion des marchés, hein. Et effectivement également parmi les conséquences de cela, il y a aussi bien sûr l'augmentation de la quantité, hein, de la quantité de la production, hein. Si par exemple moi je produisais, donc je fabriquais des produits au début et que ma cible était seulement la population du pays où je me trouve, par exemple je suis en France, donc je produisais seulement pour les Français, mais avec la mondialisation, hein, je pouvais me prétendre de produire plus. C'est-à-dire je ne produis plus seulement pour les Français, mais par exemple je vais produire pour tous les marchés européens, ou bien par exemple même pour pour tout le monde, hein, pour tous les pays du monde. Je peux prétendre vendre mes produits non seulement en Europe, mais également en Afrique, en Asie et également en Amérique. Voilà, donc ça a également notamment permis d'augmenter la production. Mm. Et bien sûr, hein, si la production augmente, le capital également va augmenter, hein, le capital va augmenter, mais aussi la ressource humaine également. Les ressources humaines également vont également augmenter. Et également, tout ça, et aussi bien sûr, ça va permettre aussi une meilleure productivité, hein. Donc ça va permettre également une meilleure productivité. Et également, bien sûr, une également des conséquences, c'est également la concurrence. Vous voyez que la concurrence également va être mondiale. Ça va plus être non seulement une concurrence locale, mais également la concurrence également va être une concurrence mondiale. Vous voyez. En tout cas, donc ça, c'est une des conséquences, hein. Donc, vous voyez que donc, comme on s'est posé la question au début, souvenez-vous bien, on s'est demandé tout à l'heure, est-ce que la mondialisation, c'est une opportunité ou bien une menace? Donc, je vous laisse vous répondre à cette question-là, en fonction de ce qu'on a pu expliquer jusqu'ici. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça, de ce qu'on vient de dire, en fonction donc, de tout ce qu'on vient de dire? Est-ce que vous pensez que la mondialisation, c'est une opportunité ou bien une menace? En tout cas, moi, personnellement, je pense il y a eu des opportunités, hein, qui ont été offertes par la mondialisation, mais également, vous voyez qu'il y a eu des menaces. Exemple de menace, on a par exemple ici la concurrence, hein, qui est maintenant devenue une concurrence mondiale, hein, qui ne se limite pas seulement. C'est-à-dire une entreprise n'est plus concurrencée seulement par les autres entreprises locales, mais aujourd'hui, même les entreprises qui se trouvent dans d'autres pays, hein, peuvent venir concurrencer une entreprise qui se trouve c'est-à-dire, ils peuvent venir concurrencer les entreprises locales, hein, c'est ça. Donc ça, ça fait partie, par exemple, des menaces. Mais aussi, par exemple, ouais, il y a également des opportunités. Les opportunités, c'est quoi? Les opportunités, c'est l'augmentation du capital, l'augmentation des capacités de recrutement, hein. Vous voyez que une entreprise qui fabrique, par exemple, 1 million d'unités de produits par jour, hein, va recruter plus de personnel. Donc, ouais, et donc, ça va permettre de créer plus d'emplois. Donc, ça, par exemple, ça fait partie des opportunités, n'est-ce pas? Et également, tous les autres secteurs également pourront ainsi se développer. Par exemple, le secteur de l'agriculture, de l'industrie, hein, les services. Vous voyez que donc c'est également une opportunité qui permet de développer tous ces domaines d'activité-là, hein. Parce que vous savez que, comme je vous ai dit, surtout avec les révolutions industrielles, hein, la première révolution industrielle, la deuxième révolution industrielle, qui ont permis de mieux augmenter la production, surtout dans le domaine agricole par exemple, parce que vous savez qu'avec l'invention des machines comme les moissonneuses, etc., et également des moyens de transport comme le train,
hein. Donc tout cela, ça a permis d'augmenter la productivité au niveau, par exemple, des secteurs comme l'agriculture et même d'autres secteurs, hein, comme par exemple l'industrie et également les services, le secteur des services. Hein. Voilà, la transformation, également les services. Mais aussi, dans un autre sens également, ça a occasionné également ce qu'on appelle les privatisations. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, dans presque tous les pays du monde, hein, beaucoup d'entreprises qui étaient des entreprises nationales, hein, sont devenues en partie, même si ce n'est pas totalement, hein, en partie des entreprises privées. Hein. Je peux vous donner par exemple ici l'exemple d'une société comme par exemple la SDE, hein, la Société sénégalaise des eaux, hein, qui est une entreprise nationale, hein, normalement qui est une entreprise publique, mais aujourd'hui vous voyez qu'il y a des actionnaires du privé, hein. Il y a des particuliers qui sont rentrés dans le capital. Et ça, c'est des choses que nous voyons dans presque toutes les entreprises publiques ici au Sénégal et également dans le monde. Hein. En France également, c'est la même chose. Hein. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont été privatisées, même si ce n'est pas entièrement. En tout cas, il y a donc une partie des parts, une partie donc du capital de cette entreprise-là qui a été cédée à des particuliers. Ouais, ouais. Et donc tout ça, donc ça entraîne des conséquences, hein, donc sur euh, l'économie. Hein. Je pense même, par exemple, en France, il y a eu ces derniers temps beaucoup de manifestations, notamment ce que vous avez entendu certainement parler des gilets jaunes, hein, les gilets jaunes en France, hein, qui ont beaucoup manifesté pour protester contre les mesures qui ont été prises par le président Emmanuel Macron. Notamment, je crois qu'il y a eu, il a eu la volonté, par exemple, dans le secteur dans le secteur ferroviaire, hein, dans le domaine ferroviaire, je crois que de privatiser notamment la société nationale, hein, la société qui gérait les transports ferroviaires. Même si ce n'était pas totalement, en tout cas en partie, quoi, de céder une partie du capital à des entreprises privées. Donc voilà, en tout cas, tout ça, donc c'est les conséquences également de la mondialisation. Parce qu'en fait, le problème, c'est que donc si les entreprises publiques, si l'État n'est pas en mesure euh, d'assurer correctement, hein, la survie, hein, des entreprises publiques, ben, dans ce cas-là, il sera obligé de faire appel à d'autres, n'est-ce pas, qui sont capables de le faire. Et la plupart du temps, donc souvent, les personnes qui ont cette capacité-là, souvent ce sont les privés, hein, ce sont les entrepreneurs privés, hein, ce sont les entreprises privées. Donc voilà, la plupart du temps, donc souvent qui sont plus compétitifs, hein, plus compétitifs et également qui sont plus à même souvent d'assurer cela. Mm. Et également parmi les conséquences aussi, il y a également l'endettement et la financiarisation. Hein, l'endettement et la financiarisation. Euh, également, beaucoup de pays également, à cause de la mondialisation, ont été obligés, hein, par souci souvent de compétitivité, comme j'ai dit tout à l'heure, par souci de, je ne sais pas, peut-être parfois aussi ça peut être pour des raisons politiques, mais en tout cas ont été souvent obligés de contracter des dettes, hein, pour donc assurer certaines choses, hein, pour pouvoir faire certaines réalisations. Hein. Je vous dis pas ce qui se passe, vous savez mieux que moi ce qui se passe. Vous voyez que donc dans beaucoup de pays dans le monde, par exemple ici au Sénégal, hein, vous voyez comment l'État est endetté. Hein. Hein, tout le temps, il contracte des dettes au niveau des institutions financières internationales, comme par exemple le FMI, la Banque mondiale, hein, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, souvent qui prête de l'argent à ces pays-là, hein, pour les aider à réaliser certaines choses. Hein, ouais. En tout cas, donc tout ça, c'est aujourd'hui une des conséquences de cette mondialisation-là. Hein, donc, les États qui contractent des dettes. Hein. Aujourd'hui même, il y a même des pays développés qui sont endettés. Hein. Ça également, il faut le savoir. Hein, c'est pas parce qu'on est un pays développé qu'on n'est pas endetté. Hein. Il y a beaucoup de pays développés même qui sont donc souvent endettés. Mais c'est parce que seulement c'est
Euh, donc, la plupart du temps, c'est pas un choix, hein, c'est pas parce ils veulent le faire, hein, ils veulent s'endetter, mais souvent ils sont obligés de le faire, hein, souvent ils sont obligés de le faire. Donc donc je crois on peut s'arrêter là aujourd'hui, on va poursuivre la prochaine fois.